Bonsoir à toutes et à tous, c'est le retour du PL Club pour parler de la 25e journée de Première Ligue après une pause. Un arrêt du championnat, des matchs de Cup, mais le retour cette semaine notamment, puisque si on va déjà parler de la 25e journée, la 24e n'est pas encore tout à fait terminée, puisque ce soir vous avez droit à 2 rencontres sur vous Sport World. C'est Liverpool, Leicester et Wolverhampton face à Arsenal. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Remy. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Serge. Tout va bien? Ça va bien. Je me dis que cette fameuse Cup a coûté cher à quelques équipes. Donc oui. C'est une période parfois délicate et difficile. Et puis surtout, je me dis qu'on va avoir un beau sprint final dans cette compétition anglaise, notamment pour les billets qualificatifs pour la Ligue des Champions. Absolument, on va en reparler bien sûr, mais on salue également Christian Skakels dans sa data room. C'est évidemment vision du jeu. Il mérite déjà une prime de fidélité parce qu'il est là évidemment tous les jeudis avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir messieurs, très content de vous retrouver après cette période un peu creuse. C'est évidemment un plaisir partagé avec tous les abonnés, tous les fidèles. Jean-François, on n'a pas encore eu d'émission depuis la fin du Mercato. Il y a quelques équipes qui ont bien changé avec cette période du mois de janvier, avec des joueurs arrivés. On parle beaucoup aussi de la lutte pour le maintien. Un club Newcastle qui a fait pas mal d'emplettes sur le marché des transferts. Mais on a vu qu'en Angleterre, malgré la crise financière, entre guillemets, bien sûr, due au Covid, on a quand même réussi à dépenser beaucoup d'argent. C'est encore une fois le championnat qui a le plus dépensé durant le mercato d'hiver. Un championnat de riches, donc c'est comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette compétition. Moi, j'ai toujours un petit souci avec cette période de transfert du mois de janvier, parce que j'ai un peu l'impression que, bon, certes, il y a des rectificatifs qui se font au niveau des équipes, mais on a parfois l'impression qu'il y a des équipes qui commencent un nouveau championnat, avec nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, dynamique complètement différente. C'est très particulier en fait, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Et je pense que le club qui symbolise le mieux ça en Angleterre, c'est peut-être Newcastle. Effectivement, le nouveau riche. Le nouveau riche, exactement. Oui, qui, pour le moment, en tout cas, grâce aux résultats de cette semaine, parvient à s'extirper. Mais on sait que la bataille sera dure et rude et longue, surtout jusqu'à la fin du championnat, puisque Newcastle réussit à pour le moment, ne plus être dans la zone rouge. Allez, pour remettre les pieds dans ce championnat, pour se relancer, on va voir ensemble le clip des plus beaux gestes techniques du mois de janvier. C'est parti. So come on then, 2022, what have you got for us? Pressure to diamonds, blood, sweat, tears dripping, climbing, 24/7 is daily, the reason they pay me, the first one and last one up out of the building, cause what I've been building is crazy, all day, it's go time, I'm ready for war, just know this, in no time, we came to quit heavy with more. Toujours du spectacle dans cette première ligue. On va débuter avec le traditionnel bilan après la 24e journée, ou pas tout à fait, parce que, comme on vous l'a dit, il reste encore 2 rencontres à disputer. Bon, un bilan tout à fait relatif. Jean-François, on va le voir. Mohamed Salah, qui était parti du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, est toujours le meilleur buteur avec 16 buts. Trent Alexander-Arnold, toujours meilleur donneur d'assist avec 10 passes décisives. Mais on peut dire que le classement, pour le moment, est assez compliqué parce que le nombre de matchs est différent pour quasiment toutes les équipes. Il y a peu d'équipes qui ont joué 24 matchs jusqu'à présent. Oui, c'est compliqué de s'y retrouver. Il faut presque faire un classement par défaut, en fait, des points à récupérer. C'est difficile pour l'instant d'avoir une idée claire. On sait que Manchester City est en tête et se retrouve pour l'instant largement favori de cette compétition, que Liverpool est à 6 points. À 12 points, mais virtuellement à 6. Si oui, Liverpool gagne les 2 matchs, dont celui de ce soir. C'est ça, il faut qu'il les gagne, bien évidemment. Et le match de ce soir face à Leicester, je pense que c'est un match qu'ils peuvent remporter assez facilement. Mais il y a une leçon qu'on peut peut-être retenir avec cette équipe de Liverpool, c'est qu'ils ont pas mal passé ce cap de la Coupe d'Afrique des Nations, où ils avaient quand même leurs 2 joueurs clés, vedettes, finalistes d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique, qui ont été absents. Ils ont traversé cette période-là sans trop de difficultés. Ce sera un adjuvant
2 victoires en important. championnat, une qualification Exactement. pour la finale de la Coupe de la Ligue, qualification en Cup aussi. Voilà, donc bon. Et puis pour le reste, on a une bagarre assez intense pour la 4e place, pour le ticket, ce fameux ticket pour la Ligue des Champions, et puis pour la relégation, où là, très honnêtement, il y a énormément de candidats et d'équipes qui doivent s'inquiéter. Et il faut y ajouter Everton, hein, malgré le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Frank Lampard, Watford qui va très très mal, Newcastle qui semble aller mieux, même Norwich parvient à grappiller des points maintenant, donc la bataille sera intense. Burnley qui enchaîne les partages. Mais c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir qui basculera la saison prochaine, parce que on a même le sentiment que sur 1 ou 2, et encore une fois là aussi ça compte sur le nombre de matchs en moins à disputer, ces matchs clés, ces matchs de retard seront extrêmement importants pour la lutte finale. Enfin, il y a encore 14 rencontres à jouer par rapport au match qui avait été annulé pour cause de Covid, pour intempéries aussi. Donc effectivement, il y a pas mal de matchs de retard. Il faudra encore attendre un petit peu pour y voir plus clair dans ce classement. En tout cas, la 4e place, c'est vraiment, on va dire, le sujet de cette émission, puisqu'on va parler notamment de la première rencontre du week-end, celle qui vous est proposée sur Divertissez-vous, c'est Manchester United Southampton. On en parle après ceci. What a goal! Good feet, good goal! Oh, that's magnificent! That's a super smooth goal. Manchester United actuellement 5e avec 39 points face à Southampton qui pointe à la 10e place avec 28 unités. On parle évidemment d'abord des Red Devils qui sortent d'une semaine décevante. Il y a eu d'abord cette élimination en Cup à domicile au tir au but face à Middlesbrough, équipe de Championship, donc de 2e division. Et puis il y a eu le partage quelques jours plus tard du côté de Burnley. Bon, ça veut dire déjà que, sauf si Manchester United gagne la Ligue des Champions cette année, mais il reste encore beaucoup de parcours, eh bien, ils ne vont pas gagner de titre depuis 5 ans, puisque le dernier c'était en 2017 avec Mourinho. Il y a eu une Europa League et une Coupe de la Ligue. C'est plus arrivé quand même depuis les années 80 d'avoir un Manchester United qui ne gagne rien pendant 5 saisons. Oui, sur leur route en Ligue des Champions, il y aura quand même l'Atlético Madrid au prochain tour. Ça va être extrêmement compliqué, même si on verra avec Christian et Vision de jeu dans un instant qu'il y a des domaines dans lesquels cette équipe a sans doute progressé aujourd'hui. Ce qui peut être inquiétant, c'est de voir qu'elle ne marque pas ou peu, que Cristiano Ronaldo est dans une passe, et c'est assez peu fréquent d'ailleurs, 2022, où il n'est pas vraiment, c'est plus le buteur qu'on a connu. Et puis on va voir comment va se passer la réintégration de Pogba, qui retrouve ses sensations peut-être petit à petit, mais je dirais que je sais pas, il y a toujours une impression un peu particulière de grand bordel en fait quand on parle de Manchester United, parce qu'on parle en fait d'un entraîneur qui est en train de corriger des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais on parle aussi peut-être d'un potentiel entraîneur pour l'année prochaine. On est déjà en train d'annoncer Ten-Cat éventuellement qui quitterait l'Ajax et qui viendrait rejoindre Manchester United. Donc climat particulier, je trouve, dans ce club. Et je pense que pour les supporters, ça commence à être long quand même. Et l'affaire Greenwood n'arrange rien. Là, on parle évidemment de fait de justice, donc c'est assez grave quand même. Donc c'est vrai que l'atmosphère là-bas n'est pas exceptionnelle pour le moment, et on l'a vu dans les résultats, en tout cas la semaine dernière. Alors Christian, pourtant, les résultats de Ralf Rangnick sont plutôt positifs. Si on prend notamment les matchs de championnat, il n'y a qu'une seule défaite en 9 rencontres de Première Ligue. Une seule défaite, mais quand même deux partages contre des équipes qui jouent pour la descente, c'est-à-dire Newcastle et Burnley. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. Il faut gagner contre les équipes moins fortes, surtout à ce niveau-là. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est comme disait Jean-François, c'est d'observer quels sont les points que l'entraîneur a corrigés. Et un des premiers points, c'était donc sous Solskjaer, et notamment on le voit avec son joueur fétiche qui était Bruno Fernandes, c'était le passage exclusif par l'axe. 75% des buts de plein jeu, c'était l'axe avec la vitesse, avec Bruno Fernandes, avec Pogba qui était très fort à l'assist en début de saison, et avec Cristiano Ronaldo aussi qui participait à ce jeu rapide. On va voir l'évolution par après. Et avec Rangnick, aujourd'hui, eh bien, on passe beaucoup moins par l'axe. On essaye de passer par les flancs. Et on l'a vu notamment avec le but encore hier, avec le centre de Luke Shaw pour Pogba, vous le voyez. On voit que les zones qui sont plus foncées, eh bien voilà, ce sont les zones prédominantes. Et on voit qu'il y a la résolution du problème par le flanc droit. Et donc on a 11 buts marqués de plein jeu avec Rangnick. Il y en a 4 seulement par l'axe.
Donc on descend en dessous des 40%, on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre et donc on peut dès lors penser qu'on est plus surprenant offensivement pour l'adversaire. Alors c'est lié aussi justement à l'approche de Rangnick avec un pressing qui est effectué plus haut. On parle évidemment de gegenpressing, hein. On dit que c'est un des inventeurs, mais de ceux qui a développé le plus ce contre-pressing. C'est lié tant au point de vue offensif qu'au point de vue défensif dans cette équipe de Manchester United? Tout à fait, parce que sous Solskjaer, ils avaient 8 buts dans le jeu rapide, donc 4 sur jeu dominant rapide et 4 sur reconversion rapide. Ici, avec moins de buts marqués, avec moins de matchs, ils sont déjà à 6. Donc 2 sur jeu dominant rapide et 4 sur reconversion rapide. Donc on garde le même principe et ça, c'est la conséquence de ce contre-presse. Mais la grosse différence, c'est qu'en pressant plus haut et en récupérant le ballon plus haut, eh bien, ils sont moins exposés défensivement aux reconversion rapide. Il faut se rappeler quand même que sous Solskjaer, donc avant l'arrivée de Rangnick, Manchester United était la plus mauvaise équipe sur but encaissé, sur reconversion rapide, et on le voit sur l'infographie, ils étaient à 7. Aujourd'hui, eh bien, depuis qu'il est arrivé, ils ont réduit ce nombre à 1, qui est très bien et qui est exceptionnel et qui est beaucoup plus en adéquation avec une équipe de ce rang-là. Ceci dit, dans l'ensemble, on reste toujours à 24 buts, donc encaissés de plein jeu et 8 sur reconversion rapide, c'est quand même 33%, c'est encore le double de ce qui se passe normalement. Au point de vue des phases arrêtées, il y avait aussi un gros problème, c'était les buts encaissés sur phase arrêtée sans penalty, il y en avait 5 et il y avait un penalty. Depuis qu'il a repris l'équipe, eh bien, il y a à nouveau une discipline défensive sur ces phases arrêtées qui sont très importantes, qui est revenue, et donc ils n'ont encaissé qu'un but sur phase arrêtée, et encore, c'était une rentrée de touche, et c'était un peu particulier. Donc, alternative sur le jeu offensif et résolution de problèmes sur le jeu défensif. Donc, normalement, théoriquement, si ça continue comme ça, sur la timeline, on va voir en fait que cette équipe va devoir être performant pour la suite, mais c'est très optimiste. Alors Jean-François, si je résume les propos de Christian, cette équipe de Manchester United va mieux. Au point de vue offensif, il y a plus de possibilités, il y a plus d'options. Et au niveau défensif, on a colmaté les brèches, notamment sur les buts encaissés sur contre-attaque ou sur reconversion rapide. Oui, c'est un bon résumé. On a le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. On a déjà, sans doute du côté de Manchester, on en a parlé de ce fameux contre-pressing. Et ça, c'est une demande. J'ai trouvé aussi que, et à l'image peut-être de l'assiste de Luke Shaw, que on avait récupéré pas mal de dynamisme sur les actions offensives, et notamment dans ce dédoublement de Shaw avant son centre et avant son assist pour Pogba. Ils ont récupéré un peu de dynamisme, de vitesse, etc. Maintenant, il y a le constat qui est le constat purement chiffré, c'est de se dire oui, ok, depuis quelques semaines ça va mieux avec Rangnick, mais ils n'ont pas rencontré d'équipe du top 6 non plus, donc j'attends de voir. Si ce n'est West Ham. Si ce n'est West Ham. Mais j'attends de voir quand même maintenant dans les matchs peut-être plus compliqués. La Ligue des Champions se profile, on en a parlé il y a un instant. Et puis il y a quand même une élimination en Cup des œuvres de Middlesbrough, oui. Ce qui est quand même pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment clé, au moment où on les attend, au moment T, au moment des résultats, ça n'a pas été extraordinaire. Donc j'attends de voir quand même. J'ai toujours un problème concernant Manchester United, même si j'ai bien entendu les progrès chiffrés et démontrés par Christian. J'ai toujours un problème de goal average, c'est-à-dire 37 buts marqués pour 31 buts encaissés. Ça fait quand même un average assez pauvre. Mais c'est encore l'héritage, sans doute, de la période Solskjaer. Sans doute, oui. Enfin, l'héritage, oui et non. C'est-à-dire que factuellement, on peut se dire que les matchs de ces dernières semaines ne sont pas extraordinaires. Un partage contre Burnley, c'est pas un résultat extraordinaire. Et on a beau me dire, oui, mais ça a été beaucoup mieux et ils ont dominé une bonne partie de la rencontre et ils n'ont pas eu de chance contre Burnley. Le fait est qu'à un moment donné, ils mènent à 0 et ils se font reprendre 1-1. Donc ça, c'est un fait. Et il faudra que cette équipe, à un moment donné, passe la vitesse supérieure. Maintenant, peut-être, voilà, un point positif, peut-être, je trouve que Varane en défense centrale a un comportement de plus en plus intéressant. Il a marqué également sur une phase arrêtée offensive. Donc voilà, c'est peut-être là que cette équipe va reprendre des couleurs petit à petit. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Mais on a l'impression d'un tel bordel, encore une fois, à côté. On ne sait pas très bien où ils vont.
en termes, je dirais, de board, là, vraiment, dans les décisions de la direction, c'est pas très bien dans quelle direction ils vont. Rangnick, il est là comme quoi? Comme entraîneur ou comme conseiller sportif? Bon, là, c'est une situation particulière, mais c'est l'impression qu'on a depuis le départ de Sir Alex en 2013. Ça va faire bientôt 10 ans. Tout à fait. Donc, on a un entraîneur qui arrive, qui est en train de corriger des choses, mais on sait déjà qu'il ne restera pas. Bon, après, s'il est directeur sportif, il pourra, comme il l'a fait à Leipzig, se dire finalement je vais rester comme entraîneur. Mais non, pas dans des clubs comme ça, pas quand vous allez chercher des pointures. À un moment donné, ils n'ont pas besoin d'avoir une belle-mère non plus. Donc c'est très particulier, je trouve. Bon, en tout cas, c'est un match important et même très important pour Manchester United. Après ces 2 matchs quand même, on va dire ratés. Le partage à Burnley est un match raté aussi pour United. En face, cette équipe de Southampton, est-ce que c'est le poil à gratter de cette Première Ligue? Bon, c'est une équipe qui est au-dessus de la zone du maintien, qui est juste en dessous de la zone européenne. Ce sera peut-être un petit peu trop haut pour eux, mais on a encore vu mercredi soir ce superbe match, cette superbe victoire des Saints du côté de Tottenham. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a un peu de réussite, c'est une équipe qui a 2 bons attaquants. Mais est-ce que c'est pas la plus irrégulière? Elle est capable de prendre 9-0. C'était le cas l'année dernière à Manchester United. Ils avaient perdu aussi 0-9 face à Leicester, ce qui est quand même un score très rare en football. Ça fait un an. Donc, oui, ça fait un an, mais c'est arrivé 2 fois avec Hasenhüttl. Et puis ils sont capables d'aller notamment prendre 2 points cette saison face à Manchester City, 2 partages à l'aller au retour. Et ce sera peut-être une des seules équipes, si pas la seule, à ne pas perdre face à City cette saison. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont très étonnants. Ils sont capables d'obtenir des résultats. Et quand on voit la victoire, par exemple, remportée face à Tottenham, je trouve que là, on a une symbolique absolument extraordinaire. Et Christian en parlera peut-être encore mieux que moi dans un instant. On peut peut-être déjà voir justement la prochaine infographie avec les résultats face au top 6 de cette équipe de Southampton. Regardez, il n'y a que 2 défaites en 9 matchs face au top 6. Ils ont pris des points face à Tottenham, ils ont pris des points face à City, ils ont pris des points aussi face à Manchester. Elle est difficile à bouger, cette équipe, en fait. Elle est difficile à bouger. Et puis, je trouve que... Je parlais tout à l'heure d'équilibre et par rapport, justement, aux joueurs offensifs. On a vu, par exemple, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut poser la question à Christian aussi, mais on avait par exemple, un joueur comme Ward-Prowse qui donnait énormément d'assists sur des phases arrêtées. Et puis là, face à Tottenham, il donne 2 assists de plein jeu. C'est une équipe qui marque 2 fois de la tête. 3 fois sur des centres. On va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'ils ont vraiment fait un super match du côté de Tottenham, c'était mercredi soir. Et on va peut-être voir avec Christian, puisqu'il a eu l'occasion de décortiquer cette équipe de Southampton, quels sont les points forts justement de l'équipe d'Hasenhüttl. Que ce soit la saison passée avec Ings et Che Adams, on avait observé qu'une équipe de ce rang-là devait être performant sur reconversion rapide et sur phase arrêtée. Ils l'étaient et ils ont passé une saison tranquille. Cette saison, c'est pareil. Ils sont performants sur reconversion rapide et ils sont performants sur phase arrêtée. Or, bon, hier, ils ont un peu démenti cet adage, puisque hier, ils ont marqué 3 buts sur jeu dominant placé et 3 sur centre, chose qu'ils ne font pas. Mais regardez, sur 18 buts marqués de plein jeu, donc 3 de moins hier avant le match, donc ça fait 15, il y avait 8 buts sur reconversion rapide. Donc c'est plus de la moitié des buts qui étaient marqués sur reconversion rapide, alors que normalement, on marque environ entre 17 et 20% de buts, 1 but sur 5 normalement sur phase arrêtée, sur reconversion rapide. Or, ils ont bien compris que, comme dit Jean-François, c'est une équipe qui est difficile défensivement à perturber par moment, et puis par moment ça va dans tous les sens avec les 9-0 et le 0-9, mais ils ont cette volonté de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant, un peu à l'instar de tout ce qui se fait un peu en Autriche, hein, c'est-à-dire que si on observe Salzbourg, si on observe les différentes équipes rapides de Vienne, c'est beaucoup ce contre-pressing et cette envie de se reconvertir rapidement vers l'avant et d'aller très vite. Et ici, c'est le cas. Et les joueurs qu'ils ont intégrés comme Armstrong et Broja, eh bien, se fondent dans ce modèle et donc participent à ce système de jeu qui est mis en place par Hasenhüttl. On le voit ici, justement avec Broja, ben voilà, il a 6 buts de plein jeu, il a marqué 4 buts sur reconversion rapide. Regardez l'origine des buts marqués, c'est de très loin. C'est entre 60 et 65 mètres du but adverse, mais il y a une projection super rapide. Hier, il marquait un but au cordeau, mais c'était aussi suite à une erreur adverse, enfin une double erreur adverse et une mauvaise sortie de balle. Donc,
les joueurs qui sont intégrés participent complètement à la philosophie et ça se passe bien parce qu'ils passent en fait des saisons tranquilles. Armando Broja, Jean-François, c'est un pari. Il remplace Danny Ings qui était quand même une icône dans cette équipe de Southampton et franchement c'est une des plus belles surprises de la saison, on le voit. Un jeune joueur, je crois que c'est 21 ans de mémoire, formé à Chelsea, il fait partie de cette usine de jeunes joueurs, cette académie de Chelsea. Il est passé aussi par Vitesse Arnhem, comme d'autres joueurs de Chelsea. C'est une espèce de filière, mais il est franchement très impressionnant. Regardez cette finition. Il est capable, en tant qu'attaquant, quasiment de tout faire. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, cette usine de Chelsea. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Chelsea a acheté énormément de, de jeunes joueurs extrêmement talentueux et qui font leur trou un petit peu partout. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer à Chelsea dans le futur? Ça, on ne sait pas, on aura une réponse à un moment donné peut-être. On a eu un bon exemple avec Mason Mount par exemple. Oui, mais tout à fait, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur en tout cas en devenir. Il est jeune, il est athlétique, il a de la course, donc je pense que c'est un joueur... Il a de la finition, on l'a vu. Il a de la finition, on l'a vu, oui. Oui, un des joueurs à suivre en tout cas, un des joueurs en forme parce qu'il a marqué aussi face à Tottenham. Et puis, Christian, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur Broja ? Oui, il fait partie de cette lignée de ces nombreux joueurs achetés très jeunes par Chelsea. Et il y a une étude récemment qui est sortie pour montrer qu'en fait Chelsea était l'équipe qui revendait le plus des jeunes joueurs donc dans cette optique, dans cette stratégie. Et donc je crois que c'était aux environs de 715 ou 716 millions d'euros qui a été vendu sur les 10 dernières années. Donc c'est une vraie politique de club et il y a beaucoup de joueurs comme Abraham, comme Mount, qui vont d'abord faire leurs armes plus bas et puis qui reviennent et puis après qui sont un vrai potentiel financier de transfert et qui participent à cette stratégie. Donc un modèle sportif, mais aussi un modèle économique. Et puis, Christian, il y a le patron, on peut dire que c'est le chef d'orchestre, James Ward-Prowse. Et évidemment, on est tous en admiration, notamment face à sa capacité à rentrer des coups francs directs. Ah là là, et lui, il est un des tops actuellement. Mais voilà, il a marqué 36 buts, je crois, pour Tottenham pour Southampton depuis son arrivée, et il y en a 12 coups francs directs, c'est extraordinaire. Voilà, vous pouvez voir, il a marqué 2 buts qui sont sortants et 10 rentrants, donc il y a quand même un modèle qui se profile dans la manière de tirer les coups francs, et il est très important aussi à l'assist, surtout sur phase arrêtée. Et voilà, et si en plus comme hier, il commence de nouveau à donner des assists de plein jeu sur des centres, et Jean-François me faisait remarquer en fait que le geste était pratiquement la même chose qu'un coup franc direct, c'est-à-dire un ballon de deuxième zone, pratiquement à l'arrêt, avec ce pied droit rentrant et qui dépose sur la tête de ses coéquipiers. Ben voilà, c'est une force exceptionnelle. Regardez la qualité de frappe, que ça soit rentrant ou que ça soit sur coup de pied, c'est magnifique, quoi. Alors, le mot masterclass est un mot dont on abuse peut-être un peu trop pour le moment. Par contre, lui, il est capable de donner une masterclass sur la manière de donner un coup franc direct. Ses frappes sont absolument magnifiques, vraiment magnifiques. C'est un joueur, un joueur clé, je pense, dans une équipe. Tous les entraîneurs du monde cherchent un bon frappeur de coups francs. Ce qui est intéressant, c'est que là, on l'a vu frapper des coups francs directs, mais il y a aussi ces coups francs qu'il peut donner quand ils sont excentrés et servir ses partenaires. Moi, je voudrais simplement peut-être insister sur l'une ou l'autre petite chose pour clore le chapitre de cette rencontre entre Man U et Southampton. Peut-être rappeler que Southampton a un petit souci, c'est qu'ils ont du mal à enchaîner quand même les matchs à l'extérieur, qui n'ont jamais décroché 2 victoires à l'extérieur cette saison. Ils viennent de l'emporter à Tottenham. Donc, statistiquement... Mais le moral est au zénith, par contre. Oui, le moral est au zénith. Mais ils ont une défaite sur les 7 dernières journées aussi. Exactement, donc ils sont mais statistiquement, ils sont en... Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je mets en rapport 2 choses que j'ai entendues, 2 points essentiels que j'ai entendus, dont Christian nous a parlé. C'est d'un côté une équipe extrêmement solide sur les transitions, les reconversions, c'est Southampton. Mais de l'autre, une équipe de Manchester United qui a vraiment progressé dans ce domaine-là. Donc je dirais que l'avantage, selon moi, dans cette rencontre est à Manchester United. Attention, c'était quand même un but partout au match aller du côté de Southampton. Il faut se mouiller à un moment donné ou pas? Oui, vous avez tout à fait raison. Et on va demander peut-être à Christian de conclure sur cette rencontre qui sera passionnante samedi à 13h30. Christian?
Juste rappeler que l'année passée, la victoire contre Liverpool, où il avait été très très content à The Nuttall, ça s'est enchaîné après par une série de défaites et notamment des défaites cinglantes. Et il a eu la même chose cette saison après une victoire, enfin après le partage contre Manchester City. Il y a eu aussi des moments très difficiles. Donc attention, l'état d'esprit qui est au zénith, mais on retombe vite sur ses pieds en première ligue et il faut faire attention et être vigilant à ce match-là. Et ça va peut-être rassurer en tout cas les supporters de Manchester United. Ils n'ont pas ce match suivant, c'est celui de dimanche 15h, Tottenham face à Wolverhampton. Et là aussi, on parle de course au top 4, au top 6. En tout cas, on parle de place européenne. On en parle après ceci. That's a super goal. Oh, what a hit that is. Kane! Match entre deux équipes qui sont très proches au classement. Tottenham est 7e avec 36 points. Wolverhampton 8e avec 34 points. Mais c'est évidemment avant le match de ce jeudi soir puisque Wolverhampton accueille Arsenal. On parle donc de cette qualification européenne. Et dans cette optique-là, Tottenham a fait une très mauvaise affaire puisqu'ils avaient été battus juste avant la trêve à Chelsea. Et puis, on en a parlé déjà, ils sont battus face à Southampton à domicile. Donc là, c'est un coup d'arrêt. 0-6. Oui. Voilà, étonnant quand on connaît peut-être la dynamique dans laquelle évidemment Conte voulait installer son équipe. Maintenant, qui était bonne jusqu'aux deux dernières rencontres. Qui était bonne. Alors, est-ce que, je dirais que le mois de janvier est passé par là. Les transferts sont passés par là aussi. Est-ce que parfois des transferts peuvent peut-être, je ne sais pas. Alors les transferts que Tottenham n'a pas fait peut-être parce qu'il y a eu quand même du renfort. Oui, d'accord, mais quand je regarde, ils sont allés chercher 2 joueurs à la Juventus, oui. Betancourt et Kulusovski. Donc les 2 joueurs vont apporter de la concurrence dans une équipe où, en général, quand un entraîneur va chercher les joueurs, les autres savent que ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils se retrouvent dans le 11 de base. Ou à peu près, enfin, je veux dire, il y a quand même souvent un timing quand même qui se rapproche. Ici, il les a fait rentrer au jeu, donc on va voir. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ça a peut-être mis en déséquilibre, je dirais. Il y a les déclarations de Conte aussi, qui d'abord ne voulait pas confirmer aux supporters qu'il restera plus longtemps que son contrat de 2 ans, qui avait l'air d'être pas tout à fait satisfait de la période de mercato. Non, mais qui annonce dans la même période qu'à un moment donné, pour pouvoir concurrencer, enfin ça c'est du discours de manager. Et puis 2 joueurs qui viennent de la Juventus, un ancien club, avec les relations avec le directeur sportif, Paratici. Exactement. Voilà, c'est quand même assez particulier. C'est pour ça que je dis qu'il y a pour moi, une coïncidence entre une période de transfert, un mois de janvier chamboulé par des déclarations, par des transferts, etc. et 2 résultats qui sont vraiment pas bons. Parce que pour le coup, 0-6, c'est franchement pas bon pour cette équipe de Tottenham. Au travers de 2 défaites face à Chelsea, on avait fait, je pense, le match ensemble. C'était quand même une rencontre dans laquelle ils avaient été surclassés. Et puis ici, face à Southampton, en ayant mené 2 fois, se faire battre à la fin, c'est quand même une grosse contre-performance. Et donc, coup sur coup, quand vous prenez 2 claques comme ça, et que, je ne sais pas quelle est l'atmosphère et l'ambiance en interne, on sait que Conte est un entraîneur très dur, on sait que c'est quelqu'un qui essaye d'installer un climat de concurrence très, très important entre les joueurs. Je sais pas parfois conflictuel, effectivement. Parfois conflictuel, donc je ne suis pas sûr qu'ici, dans ce cas-ci, l'arrivée des 2 joueurs de la Juventus soit propice à amener beaucoup de sérénité au sein de l'équipe. Mais ça, c'est un avis qui se base sur pas grand-chose. Revenons au jeu avec Christian, parce que c'est vrai qu'au début, les rencontres étaient bonnes. Jusqu'avant cette défaite face à Chelsea, on avait signalé qu'il y avait des choses qui allaient beaucoup mieux du côté de Tottenham par rapport, en tout cas, à la première période avec Nuno Espirito Santo. Que peut-on dire de cette équipe de Tottenham aujourd'hui, Christian ? On avait loué la remise en place défensive quand il est arrivé, donc il y avait très peu de buts encaissés. Hier, il en prend 3, il en prend 2 contre Chelsea. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il en a pris 8 sur les 11 de plein jeu sur jeu dominant placé. Il en a pris 5 de la tête. Et au point de vue offensif, on avait vu, c'était du Conte, il avait mis ça en place. Donc avant les 2 buts d'hier, sur les 12 buts marqués de plein jeu, il y en avait 8 dans le passage par l'axe et généralement en jeu rapide. Donc c'était vraiment direct droit au but.
dans le domaine. Hier, ben voilà, c'est à l'image de Southampton, ben des fois les modèles ne sont pas respectés, et hier les 2 buts qui ont été marqués, ils ont été marqués tous les deux suite à des centres. Donc il y a quand même une alternative, mais on voit quand même que depuis le retour un peu en forme de Kane et le retour de Son, on voit quand même que c'est toujours quand même le passage par l'axe, le modèle de Tottenham. On va voir maintenant comment ça va évoluer et voir s'il y a quelque chose qui va encore s'améliorer ou se modifier dans le futur. La première partie de saison d'Harry Kane est plus que décevante, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un retour en forme, qu'il y a un nouveau souffle avec Harry Kane? Bon, il n'a pas marqué face à Southampton, c'est vrai, mais il a marqué quelques buts quand même depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Oui, il a marqué 5 buts en tout, donc 4 depuis Conte. Il a 2 assists, donc c'est loin d'être le Harry Kane qui était super performant dans tous les domaines l'année passée. Mais petit à petit, il revient et ça lui fait du bien dans ce système. Je pense que c'est quand même un système qui est porté un peu plus sur l'offensif qu'avec Nuno Espirito Santo. Et donc il aura, à mon avis, un rôle à jouer dans les prochains matchs. Moi, je voudrais peut-être juste insister sur le fait quand même que... Alors, on parle des attaquants et on a raison. C'est évidemment une équipe dans laquelle les attaquants sont les vedettes. Mais j'ai quand même un problème toujours avec cette défense de Tottenham et la stabilité qu'ils n'arrivent pas à trouver au gré des entraîneurs. Hein, j'ai un peu l'impression parce que voilà, ça perdure maintenant depuis un certain temps. Je voyais la défense ici avec Sanchez, Romero et Davis. Qui passent complètement à travers dans un match où ils se font attraper 2 fois sur des centres et battus 2 fois de la tête, alors que ce sont des joueurs qui ont des gabarits. Le goal average, ils sont à 28 buts marqués pour 27 buts encaissés, ce qui est quand même assez pauvre aussi comme goal average. Donc voilà, on peut parler du modèle offensif et on peut parler de ce que cette équipe tente de faire offensivement, mais si elle n'est pas plus intransigeante que ça, notamment dans sa manière de défendre, et on l'a vu encore c'est dans le match face à la Southampton. signature d'Antonio Conte. Oui, mais ça peut être la signature d'un entraîneur, ça peut ne pas être la signature des joueurs. C'est le problème, il est là en fait, c'est que on a vu maintenant 3-4 managers se succéder à la tête de cette équipe avec des problèmes récurrents, c'est-à-dire une défense qu'on change souvent. Alors pas de chance pour lui, il devait se priver de Dyer, de Skip et de Tanganga ici pour le dernier match, mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre entre les 3 joueurs défensifs qui jouent. À un moment donné, on s'est dit, quand il est arrivé, ça va mieux. Hein, pendant 2-3 semaines, il a pu mettre les mêmes, on s'est dit, ça va mieux. Et puis, patatras, il y a de nouveau des problèmes. En tout cas, quand on voit la défaite face à Southampton, on voit les problèmes. Je crois que les fans de Tottenham regrettent la paire Vertonghen-Alderweireld. Ben oui. Ben oui, mais je pense que c'est une réalité. Depuis que ces 2 joueurs-là ont perdu, on va dire, leur place de titulaire, il n'y a plus dans cette équipe de Tottenham une solidité défensive. Et encore une fois, je dis, quand il y a Sanchez, quand il y a Romero et quand il y a Davis, c'est pas normal d'être battu 2 fois de la tête sur des centres venant de 2e zone. C'est pas normal. Et en plus, un Loris qui fait une bonne saison, qui a fait des arrêts importants à chaque rencontre. Ouais. Et donc, voilà. À un moment donné, le football, on a souvent dit ça, et Christian en a souvent parlé, c'est quand même le seul sport où on vous donne au départ un point. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas de but, c'est déjà un point. Ils prennent des buts, trop de buts. Et c'est récurrent maintenant, quels que soient, je dirais, les entraîneurs qui passent ou les joueurs qui sont alignés. Parlons du cas Wolverhampton. Alors cette équipe qui commence la saison avec 3 défaites sur les 3 premières journées, puis qui gagne et puis qui perd encore. Donc c'est 4 défaites sur les 5 premières journées. On ne les attendait pas en début de saison, aller voir ici quand même 8e, mais être capable encore d'aller chercher même pourquoi pas le top 4. Oui, il perd contre Étonnant Liverpool. Retour de cette équipe de Wolverhampton. Oui, il perd contre Liverpool et City. Là, rien d'anormal. Normal, on va dire, oui. Et puis depuis lors, 4 victoires et un partage. Donc c'est une équipe athlétique. Et là, on voit les résultats efficace. de Wolverhampton face aux équipes du top 9, et on voit que ça se joue, il y a 1-0-0, sinon il y a 3 victoires et 4 défaites, mais chaque fois sur un but de différence. Vous allez me dire que je parle beaucoup de goal average, mais c'est 19-16. C'est incroyable de se retrouver à la 8e place du classement. Ça fait 35 buts
dans les matchs de Wolverhampton depuis le début de la saison. C'est de loin l'équipe avec laquelle on voit le moins de buts encaissés ou marqués. C'est très étonnant. Moi, je trouve ça très étonnant comme chiffre, mais de les retrouver là. Et puis surtout avoir cette impression avec cette équipe qui sont vraiment, eux, pour le coup, capables d'aller battre absolument n'importe qui. Donc voilà, c'est un sentiment en tout cas qui est étonnant. Et au début de la saison, je pense que personne ne se serait attendu à ce qu'il se retrouve 8e à ce moment-ci. Et quand je dis 8e, c'est avec 34 points, 21 matchs, c'est-à-dire la possibilité d'aller décrocher peut-être un ticket pour la Ligue des Champions. Oui, en gagnant les 3 matchs, il pourrait dépasser et Manchester United et Arsenal, bien sûr, qui les rencontre ce soir, et aussi à West Ham, donc il pourrait être 5e ou même 4e. Ouais, voilà. Bon, on va essayer de comprendre, on va ajouter à ce sentiment peut-être des chiffres, des données, des faits de jeu. Christian, comment cette équipe de Wolverhampton parvient finalement, dans la plus grande discrétion, à se hisser quasiment en place européenne? Je ne sais pas, Serge, quand on observe l'infographie et le modèle offensif, ben on voit que voilà, c'est très très compliqué à comprendre. Ils ont marqué 13 buts de plein jeu, ils sont la 18e attaque. Et alors, on observe voilà, les parties assurées. Ils ont marqué 5 buts sur jeu dominant placé avec des centres de la droite. Vous voyez que le flanc gauche est inexistant. Il y a 4 fois un but, c'est un peu éparpillé sur le terrain. On ne sait pas quelle est l'origine, le pourquoi, le comment, la récurrence. Et puis il y a un petit passage par l'axe avec 4 buts. Alors vous imaginez que pour une équipe qui est censée défendre et qui part en reconversion rapide, et qu'on a montré tout à l'heure le passage obsessionnel par l'axe de Manchester United sous Solskjaer, où on avait marqué 15 buts dans le passage par l'axe, et bien là ils sont à 4 petits buts venant de la deuxième zone. Et alors là c'est vraiment le super étonnant, c'est ce 5 buts sur centre venant de la droite en dernière zone. Là je suis vraiment... Voilà, j'ai rarement vu ça, et voilà, ça fonctionne parce qu'ils ont un système défensif en place qui est très fort, et ça leur permet de le 1-0. Mais attention au syndrome, comme je l'ai souvent expliqué, le syndrome Schalke 04 ou Sheffield United, c'était aussi beaucoup de 1-0, 0-0, 1-1. Ça tient une saison, la deuxième, c'est difficile de confirmer dans ce domaine-là, parce qu'on sait que si on encaisse un but, il faut en marquer 2. Or, marquer 2 pour Wolverhampton actuellement, c'est pas la chose la plus facile à faire. Mais bon, tant que ça fonctionne, et comme dit Jean-François, c'est une équipe qui est capable défensivement d'embêter beaucoup d'autres équipes. Et notamment, on a vu dans les résultats contre le top 9, contre des équipes du top. Donc voilà, espérons que ça continue pour eux. Mais je pense que sur le long terme, c'est impossible de tenir ce rythme. En tout cas, là, on voit les quelques buts marqués, notamment venant du flanc droit, qui est efficace. C'est un flanc droit, on le retrouve notamment... Trincão, qui est un des seuls nouveaux joueurs dans cette équipe. Il y a José Sá, le gardien, portugais évidemment, on sait que c'est une filière portugaise. Il y a Trincão, sinon... Semedo, oui, aussi sur le côté droit, mais il était déjà là l'année passée. Il était déjà là l'année passée. Donc c'est une équipe qui n'a quasiment pas changé. On a repris un petit peu les principes finalement de Nuno Espírito Santo, avec Bruno Lage, qui est sous nouvel entraîneur. Oui, mais ce qui est frappant, alors on parle évidemment de cet équilibre extrêmement précaire quand on a le sentiment de parler de cette équipe de Wolverhampton. Pour preuve, l'élimination en Cup contre Norwich, où ils perdent à domicile 0-1, alors qu'à un moment donné, on se dit, voilà, c'est le genre de match qu'ils ne devraient normalement pas perdre dans la dynamique et dans la forme dans laquelle ils sont actuellement. Et pourtant, ils vont perdre ce genre de match. Donc, en championnat, ils sont sur 3 victoires consécutives. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, quand je regarde, en fait, sur les 5 derniers matchs, il n'y a que Chelsea qui leur a pris... qui a partagé avec eux. Pour le reste, ils ont gagné contre Brentford, Southampton, Man U, Brighton. Alors, c'est pas des matchs contre des cadeaux, quoique, voilà, aller gagner contre Manchester United, il fallait le faire aussi. Donc, oui, je sais pas, c'est une équipe étonnante, je trouve, dans laquelle on retrouve, j'insiste sur le fait quand même que Leander Donker est un peu celui qui passe un peu inaperçu parmi tous nos Belges en première pourtant, ligue. Il a quand même une vingtaine de matchs. Il joue. Il n'est pas toujours titulaire, mais il est quasiment présent à tous les matchs. Il joue, et puis alors il y a des joueurs, là on se demande s'ils ne sont pas centenaires à un moment donné. Moutinho, là au milieu, qui est... Non, mais c'est sans buteur, parce que Jiménez, c'est 4 buts, Wang en a marqué aussi 3 ou 4, Podence, il n'y a pas vraiment un buteur qui sort du lot. Bon, avec 19 buts marqués, évidemment, c'est compliqué. C'est exactement ça. C'est une équipe étonnante. Et quand j'entends Christian nous Christian montrer les qui est chiffres, très très étonné aussi des résultats de cette équipe. Christian.
Oui, et n'oubliez pas qu'ils ont perdu Adama Traoré, qui était un point essentiel dans l'aspect offensif, et qui lui, en fait, ne sans trouvait vraie même statistique, plus... hein. Pas beaucoup de buts, pas beaucoup d'assists. Oui, et très peu de matchs, très peu de matchs titulaires. Je crois que 3 matchs ou 4 matchs titulaires. Et donc, quand on pense que quelqu'un qui ne peut pas aider une équipe de Wolverhampton et qui part en transfert à Barcelone, c'est quand même encore étonnant, quand même, tout ce qui se passe. Donc, voilà, et qui donne 2 assists pour son premier match. Hein. C'est vrai. Oui, exactement. C'est-à-dire autant que sur la dernière année, plus ou moins. Exactement. Oui. Donc c'est vraiment très étonnant, mais voilà, c'est presque une équipe qui fait mentir peut-être. Oui, sauf que Christian, au niveau défensif, là par contre, les bases sont solides avec Bruno Lage. Oui, ça là, il n'y a rien à dire. On va le voir sur l'infographie, hein, ils sont la 2e défense du championnat. Bon, ils ont des matchs de retard, mais quand on est la meilleure défense derrière Manchester City, qu'on a encaissé que 2 buts, sachant quand même qu'on a probablement 60% de moins de possession de balles que Manchester City, et donc les résultats sont exceptionnels. Meilleur que Chelsea défensivement, meilleur que Liverpool. Voilà, ça, c'est ce qui, à mon avis, leur permet d'être à cette place-là aujourd'hui, parce que l'aspect offensif ne permet pas de pouvoir revendiquer quelque chose au niveau européen. Mais l'aspect défensif, on l'a toujours dit, voilà, Jean-François l'a confirmé, hein, c'est 38 matchs, ça veut dire qu'on vous redonne 38 points au départ, à vous à gérer ça défensivement. Et tous les 0-0 qui passent, ou tous les clean sheets qui passent, c'est minimum 1 point. Donc c'est exactement ce qu'ils font pour le moment, et on va voir l'évolution, mais je pense que d'un point de vue défensif, ils vont très rarement passer à travers. Ça sera vraiment des accidents. Par contre, il faudra améliorer cet aspect offensif encore. Ouais, Kilman, Cody, Gomez, pas des joueurs non plus avec des noms... Des noms connus, ronflants. Donc, non, mais ils jouent ensemble depuis plusieurs saisons avec Nuno Espirito, et justement cette défense à 3 ou à 5 est installée quand même. Oui, c'est dans l'ADN de tous ces joueurs-là. On est d'accord. Il y a quelque chose sur le plan, je dirais, défensif qui est mis en place. L'intelligence, sans doute, de l'âge aussi d'avoir continué dans cette voie-là, dans cette dynamique-là. Je pense que c'est une preuve d'intelligence d'un entraîneur que de s'appuyer sur les points forts d'une structure qui est mise à sa disposition. Donc, on rappelle quand même, la saison dernière, la dernière de Nuno Espirito était un petit peu ratée, mais avant ça, c'était quand même 2 saisons avec une 7e place qui correspond quand même à la position actuelle de Wolverhampton. 8e, effectivement. Voilà. Christian, un dernier mot sur Wolverhampton. Oui, n'oubliez pas quand même que Bruno Lage, il vient de Benfica, donc il n'a pas eu l'habitude de jouer dans une équipe qui avait une mise en place défensive excessive. Au contraire, il devait se porter vers l'avant par la culture du club et de ce que représente Benfica dans le championnat portugais. Donc, est-ce que c'est dans la même lignée que ce que Nuno Espirito Santo faisait quand il était à Porto, c'est-à-dire que il a dû aussi être performant offensivement. Ici, Bruno Lage, la même chose. Et ils parviennent malgré tout à s'adapter et à mettre des équipes défensivement en place, mais très rigoureuses. Alors, est-ce que c'est lié à la culture de la formation des entraîneurs portugais? Je ne sais pas. C'est une question à poser, peut-être à explorer un peu plus en profondeur. En tout cas, c'est plus facile pour un manager portugais d'arriver à Wolverhampton, qui est un petit bout du Portugal, quand même, dans le nord de l'Angleterre. Ouais. Je me suis mouillé tout à l'heure pour le premier match entre Man U et Southampton. Je vais me mouiller pour celui-ci. Je vais mettre Tottenham comme favori. C'est le sentiment. Les victoires à domicile. Surtout parce que j'ai le sentiment qu'ils ont intérêt à réagir là, après le 0-6, et que la pression mise par Conte sera sans doute plus forte que celle mise par Bruno Lage, qui lui est bien installé à cette 8e place. En tout cas, c'est un match à ne pas rater. Je vous propose de découvrir les rendez-vous de cette 25e journée. Ça commencera donc samedi à 13h25 sur Vous Sport World, mais aussi sur Divertissez-vous. Et c'est une des retrouvailles aussi entre Rangnick et Hasenhüttl. Ils viennent de la même école. Goals of the Day le samedi. Là, on passe déjà au programme du dimanche. On commencera du côté de Burnley, Tottenham, donc Wolverhampton à 15h. Leicester West Ham 17h25. Et puis n'oubliez pas un des matchs d'alignement, Manchester United. Et c'est important aussi pour les Red Devils, qui vont donc jouer 2 fois à domicile et qui doivent faire le plein pour se relancer dans la course au top 4. Sans oublier que lundi, on a l'Europe des 11 et les 2 matchs de ce soir, évidemment. Et les 2 matchs de ce soir. Qui sont 2 matchs
clé de match important. Et donc, voilà. Absolument, dans quelques minutes. Donc, Liverpool, Leicester et Wolverhampton, Arsenal. Et bien voilà, c'était un retour de PL Club complet avec ces deux rencontres, avec beaucoup d'informations, mais toujours autant de passion. Merci Jean-François. Merci Serge. On salue également Christian, que l'on retrouvera jeudi prochain dans sa data room. Et pour se quitter, je vous propose de revoir les 5 plus beaux buts de Christian Eriksen. C'est une des belles histoires de ce début 2022. Il n'a pas joué pour le match de retour de Brentford, là c'était du côté de Manchester City, mais on le verra peut-être ce week-end. Et il faut quand même rappeler qu'Eriksen, c'était un des piliers de cette première ligue après ou avant en tout cas son passage du côté de l'Italie. C'était un joueur phare de Tottenham et on revoit ces 5 plus beaux buts. Merci Jean-François. Merci à vous, merci à Christian et à la semaine prochaine. Bye bye. It is led by Holtby, hit by Eriksen. It's fantastic. A special goal for Tottenham from Christian Eriksen. A festive delight at White Hart Lane. Davis. Eriksen! Oh, what a goal! Top draw! What a player! He has fizzed that in! And Spurs have rare parity at the bridge! There's Eriksen! And for the first time ever, all of Tottenham's Fab Four have scored in the same match. And that was fabulous. Son almost finding Eriksen. Arta can't get it away. And Eriksen finds the net beautifully. Some response this to the weekend. Tottenham 2 up in 12 minutes. Ali. Eriksen! Late, dramatic, emphatic, and how significant it could prove to be. Christian Eriksen leaves the Brighton players on the deck. How significant a goal could that prove to be